Bonjour et bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, toujours en direct depuis les studios de TV5 Monde. Et pour cette 8e heure de direct, partons tout de suite en direction d'une des plus belles villes au monde. Bienvenue à Rio de Janeiro. Capitale de l'État de Rio de Janeiro, c'est la deuxième plus grande ville du Brésil. Le pays qui peine à sortir d'une des pires récessions de son histoire vient d'élire un nouveau président. Pour parler de Rio, je serai accompagnée pendant toute l'émission de 4 intervenants. Emmanuel Provan, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Merci. Vous êtes associé chez Mazars. Quelques mots sur Mazars, s'il vous plaît. Alors Mazars, c'est un cabinet d'audit et de conseil. On fait aussi de la tenue de compte et de la comptabilité. On est présent au Brésil depuis la fin des années 80, le début des années 90. On est implanté à São Paulo, à Rio donc, où moi je suis chargée de la pratique de l'audit, et à Curitiba et à Campinas et à Ribeirão Preto. D'accord. Vous êtes installé à Rio depuis 3 ans. Depuis 3 ans, j'ai passé avant 2 ans à São Paulo, oui, exactement. D'accord. Et sinon, sur le point de vue personnel, je suis maman de 2 petites brésiliennes qui sont nées dans les 5 dernières années au Brésil. D'accord. Pascal Gras, bonjour, Bonjour. bienvenue. Vous êtes fondateur et CEO de Movisafe. Quelques mots sur Movisafe, s'il vous plaît. Oui, alors Movisafe a été créé en 2002 avec mon associé. On a créé cette société-là au Mexique. Et depuis 2011, on est présent au Brésil. C'est une société de conseil en sécurité. Donc on fournit aux entreprises et à quelques particuliers toute la gamme de services et de conseils qui permettent de baisser le risque. Ok, merci. Julien Fauquenois, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes conseiller du commerce extérieur et CIO de Costa Porto Logistique. Qu'est-ce que c'est ? Alors Costa Porto, c'est une entreprise centenaire brésilienne spécialisée dans le commerce extérieur qui fait du fret international, du dédouanement et du conseil à l'implantation des entreprises étrangères au Brésil. D'accord. Charles-Henri Chenut, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes un habitué quand même des 24 heures chrono de l'International. Vous êtes aussi conseiller du commerce extérieur et avocat. Implanté au Brésil depuis... Implanté au Brésil depuis 10 ans maintenant, un peu plus de 10 ans. Nous sommes plus d'une centaine de personnes à São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasilia, avec un cabinet à Paris. Et on vient d'ouvrir aussi à Lisbonne. Et on accompagne la communauté française, les sociétés, mais aussi les individus dans leur investissement et leur implantation, notamment au Brésil. D'accord. Et votre entreprise s'appelle Chenut Oliveira Santiago. Exactement. Pour débuter cette émission, j'aimerais vous poser une question. Quel est l'impact de la récente investiture de Jair Bolsonaro sur le milieu des affaires au Brésil ? Alors, il y a 3 volets. Il y a le milieu des affaires et le 3e volet. Le volet politique, on est dans une intrigue complète. On ne sait pas très bien où on va. Il va y avoir un lever de rideau avec la présentation du gouvernement au Congrès en février-mars, après le carnaval. D'un point de vue social et sociétal, on sent que Jair Bolsonaro a flatté son électorat, donc n'a pas vraiment négocié avec les partis politiques, mais a flatté son électorat en élisant des militaires comme ministres, des personnalités de la société civile notamment. Donc il y a un gouvernement très hétéroclite qui va être difficile de manier et donner une homogénéité à la politique générale. Ça, c'est une vraie gageure pour le président Bolsonaro. Le 3e volet, d'un point de vue économique, là, l'horizon est un peu plus dégagé. Le milieu d'affaires brésilien, suivi par la communauté d'affaires française, ont salué l'élection de Jair Bolsonaro, peut-être en réaction à la non-élection du candidat de gauche. Le président Bolsonaro a assez vite décliné son incompétence économique et a remis cette question entre les mains de son ministre Guedes, qui aujourd'hui est doté d'un super ministère. Et à notre belle surprise, il s'est entouré de secrétaires d'État et de conseillers extrêmement compétents, avec la nomination d'un président de la Banque centrale, lui-même aussi très compétent. Et puis, vous le savez, Davos lève le rideau. Et la star de Davos, puisque le président français n'y va pas, le président américain n'y va pas, la présidente allemande n'y va pas. Donc la star de Davos, c'est Jair Bolsonaro. Tout le monde voudrait savoir comment ce président se projette, notamment d'un point de vue économique. Donc, pour la sphère économique, on est là sur une, a priori, bonne expectative. D'accord, merci pour cet éclairage. On va marquer une courte pause. On revient juste après pour un focus sur la vie quotidienne sur place.
De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International pour cette émission consacrée à Rio de Janeiro. Alors quand on pense à Rio, on imagine les plages de Copacabana, le carnaval, etc. Est-ce que c'est vraiment ça, vivre au quotidien à Rio de Janeiro? Emmanuel? Alors à Rio, il y a effectivement de ça. Il y a effectivement cette ville que les Brésiliens appellent, et que les Cariocas appellent la Cidade Maravilhosa, la ville merveilleuse. Et je pense que c'est la première image qu'on a de Rio, cette ville magnifique, ou en tout cas dans un site naturel magnifique. Quand on arrive à Rio, les week-ends à la plage, l'environnement autour de Rio, les montagnes, qui est un site très beau. C'est aussi une ville où pendant 3-4 mois par an il fait très très chaud, mais où pendant tout le reste de l'année on a finalement un espèce de perpétuel été où il fait 25 degrés, donc on est vraiment bien. Oui, c'est un peu cette image de carte postale qu'on peut retenir de Rio, même si je pense qu'on le verra un peu plus tard dans l'émission, il y a quelques fractures, quelques difficultés dans la vie de tous les jours à Rio. Par exemple, le coût de la vie, Pascal, est-ce que c'est cher de vivre sur place? Alors, si on veut vivre à l'européenne, oui, effectivement, le coût de la vie à Rio est assez élevé, comme à São Paulo, comme dans beaucoup de grandes villes. On a, entre autres, les coûts liés à la scolarité. Faut savoir, quand on n'a pas l'habitude de s'expatrier, si on arrive de France, la scolarité, ça a un coût à l'étranger qui n'est pas négligeable. En ce qui nous concerne, c'est le premier budget de la famille. On a un coût au niveau de la santé, pareil, parce que même si on est bien couvert à travers une assurance comme la Caisse des Français à l'étranger, les mutuelles, il faut très souvent faire l'avance. Donc on connaît tout de suite le coût d'une hospitalisation ou d'une consultation médicale. Ce n'est pas du tout comme en France. Et après, oui, que ce soit l'hébergement, même si là, ça s'est un peu calmé. Pour donner un ordre d'idée, un logement en location, ça coûte combien? Une location, si les gens, parce que tout à l'heure on parlait de la ville qui est magnifique, c'est vrai, quand on vit dans ce qu'on appelle la zone sud, Copacabana, Ipanema, sont des quartiers très sympathiques, où on n'a pas du tout les mêmes difficultés que dans la zone nord. Et là, les coûts pour avoir un appartement dans la zone sud peuvent être assez élevés. Du côté de Leblon, il y a même au mètre carré, le mètre carré le plus cher du Brésil. Mais un appartement, par exemple, sur Copacabana, comptait entre 10 000 et 15 000 reais par mois. Donc le reais, en ce moment, il est à 4,3. Donc c'est un coût qui n'est pas négligeable. Alors quand on arrive expatrié pour une grande entreprise, ces coûts-là sont souvent inclus dans le paqueté de l'expatrié. Mais quand on arrive comme PME ou comme investisseur, et qu'on n'a pas un grand groupe derrière, il ne faut pas se tromper sur le budget. Très souvent, les gens sous-estiment le coût et sont obligés, au bout d'un an ou 2 ans, de revoir le business plan complètement à la hausse. D'accord. Julien, quelques mots peut-être sur le réseau de transport sur place. Comment on se déplace? Est-ce que le réseau de transport en commun est bon? Alors, sur Rio de Janeiro, on a une ligne de métro principale, une ligne de métro qui est assez sûre. Effectivement, il vaut mieux se loger pas trop loin de cette ligne de métro si on travaille dans le centro, par exemple, puisque ça facilite grandement le déplacement. On a, grâce au JO, l'implantation du VLT, donc c'est le tramway, dans le centre-ville de Rio de Janeiro, qui favorise également une certaine forme de déplacement et qui est encore en cours de développement actuellement. Sinon, on a le taxi, on a Uber, on a un taxi qui, en comparaison avec la France, est vraiment très peu cher et qui est très très facile. C'est vraiment comme à New York où on lève la main et on attend toujours moins d'1 minute pour avoir un taxi. Ok. Charles-Henri, qu'en est-il de la communauté française sur place? Est-ce que c'est la ville privilégiée par les Français? Je ne vais pas répondre à votre question tout de suite. Non, je voudrais insister sur un point qui est fondamental en tant qu'avocat qui appuie les Français qui partent notamment au Brésil. Ce sont les lettres de mission pour les expatriations et la prise en charge par la société ou pas du coût de la vie. C'est-à-dire de la scolarité, des frais de santé, des voyages, de retour en France, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est de moins en moins pris en considération
par les entreprises. Et je ne parle pas de l'entrepreneur qui part tout seul à travailler à Rio, qui lui est de ses deniers propres. Je parle du salarié d'une société qui part à Rio. Il faut être extrêmement vigilant parce que Rio est une ville chère. Si, comme le dit Pascal très justement, on vit sur un modèle européen. Donc il faut faire très attention. Pour répondre à ta question, on a aujourd'hui à peu près un peu moins de 20 000 Français inscrits au consulat de Français au Brésil. On est à peu près 30 000 en fait au Brésil. Et il y en a 10 000 à São Paulo, 7 500 à Rio inscrits. Donc c'est la seconde ville. Mais ce qui est intéressant, c'est que en miroir inversé, autant Rio est une ville sympathique, autant São Paulo est une ville un peu plus compliquée à vivre. Donc il y a une migration plus importante aujourd'hui, depuis 4-5 ans, vers Rio, mais même des étrangers, pas que des Français, des autres Européens, qui viennent plus nombreux s'installer à Rio, parce que le cadre de vie est somme toute quand même beaucoup plus agréable. Ok, donc un cadre de vie agréable, mais un point noir, bien sûr, c'est l'insécurité. On écoute tout de suite à ce sujet Alexandre Rata, Français installé à Rio. La sécurité est l'enjeu principal de la décision de s'installer ou pas à Rio. Et au Brésil, de façon générale, l'insécurité y est très forte. 60 000 homicides par an, c'est quasiment un État en guerre. Mais il faut savoir que la plupart de ces homicides sont réservés au quartier du trafic. C'est des guerres de trafiquants entre eux et la guerre permanente entre la police et ses trafiquants. Dans le reste, ce sera plus des vols à l'arraché ou des braquages au feu rouge dans les beaux quartiers. Donc la sécurité, c'est très important. La plupart des immeubles où s'installent les expatriés ont une sécurité 24 heures sur 24, avec des gardiens, avec des systèmes de double grille, avec des caméras. Mais si on fait attention, si on sait dans quel quartier on se balade, on peut très bien vivre sans aucun problème. Moi, autour de moi, la communauté française n'a pas eu de très graves problèmes. Moi-même, j'habite Rio et je fréquente le Brésil depuis quasiment plus de 10 ans. Et je n'ai jamais eu de soucis. On fait attention, on ne porte pas de bijoux, on fait attention quand on sort son portable. Mais finalement, je vous dirais, c'est un peu comme quand vous êtes dans le métro ou dans le RER à Paris. Il faut faire attention et être sur le qui-vive. Pascal, la sécurité, c'est un peu votre spécialité. Est-ce que ça s'est dégradé ces derniers temps ou c'est constant, c'est toujours pareil ? Non, ça s'est dégradé après les Jeux Olympiques. En fait, la situation, on revient à peu près dans la situation que connaissait le Rio de Janeiro avant 2010. Après, ça s'était arrangé parce qu'il y a la période Coupe du Monde, Jeux Olympiques, pendant lequel les autorités ont fait des efforts et ils ont mis les moyens. Et il ne fallait surtout pas qu'il y ait de mauvaises images pendant les grands événements. Mais dès que les Jeux Olympiques ont été terminés, il n'y a plus d'argent dans les caisses, donc les chiffres ont explosé. On revient à une situation qui est compliquée, mais bon, ce qu'il faut savoir dédramatiser. Rio est une ville où effectivement il y a de la violence. Alors, au niveau du pays, les chiffres font peur. Comme le disait Alexandre, 60 000 morts par an, c'est plus qu'un pays en guerre. Mais 80% de ces morts violentes, c'est des règlements de compte entre bandits. Donc on a des zones qu'il faut éviter, donc il faut s'informer. On a aussi des attitudes à avoir. On sait qu'on peut facilement se faire braquer au coin de la rue, perdre son portefeuille, sa montre. Quelle est l'attitude à avoir, justement ? Donc c'est le profil bas, justement. D'accord. Moi, je porte une montre quand je suis en France. À Rio, je n'ai jamais de montre. Oui. Donc voilà, j'ai toujours par contre un peu d'argent si je me fais braquer pour donner. Il faut donner quelque chose, sinon ça peut mal se passer. Et puis pas de signe extérieur de richesse. Faut effectivement, on évite les bijoux. On a toujours ce qu'on appelle l'argent du voleur, parce qu'il y a pas mal d'enfants qui sont défoncés au crack. Et il y a un gros problème de consommation. Oui, c'est une insécurité qui est vraiment liée. Il y a aussi de la misère. On n'est pas en France avec toutes les aides, tous les avantages sociaux. Et donc là, quand on n'a rien, on n'a rien. Donc voilà. Mais ceci dit, on est dans un pays où, si on respecte un minimum de consignes de sécurité, on peut vivre de façon tout à fait agréable, parce qu'on n'a pas, contrairement à ce qu'on connaît en France et dans d'autres pays européens,
cette violence gratuite d'être agressé parce qu'on a refusé une cigarette ou parce qu'on a le regard qui n'allait pas. Là-bas, non. Là-bas, vous vous faites agresser parce que le gamin, il a besoin d'argent, soit pour se nourrir, soit pour se droguer. C'est conjoncturel. Mais on n'a pas cette violence gratuite, donc on n'a pas de problème de terrorisme. On peut vivre de façon agréable, à condition de s'informer, pas s'installer n'importe où. C'est important aussi quand... Justement, à ce propos, Emmanuel, vous êtes installé récemment. Est-ce que c'est une violence qui est localisée suivant où on vit? On y a moins à faire peut-être? C'est sûr, c'est-à-dire qu'à Rio, il y a une grosse différence entre ce qu'on appelle la zona sud, c'est ce que Pascal citait tout à l'heure, et la zona nord, qui est la zone nord de Rio, qui elle est beaucoup plus violente. Les beaux quartiers, Copacabana, les beaux quartiers qu'on connaît, Copacabana, Ipanema, Barra, qui est un quartier résidentiel également, sont des quartiers où on vit une vie complètement normale, où on va au restaurant, où on s'assoit à une terrasse de café, où on mange dehors, où on prend le taxi, enfin où on a une vie qui est complètement raisonnable, où on va à la plage avec des enfants sans se poser de questions, bien sûr, en faisant attention. Au niveau de la sécurité des entreprises, quels sont vos conseils et comment est-ce que vous accompagnez, par exemple, une entreprise dans le transport de marchandises? Je crois que c'est là où... Alors voilà, très souvent, les entreprises, leur site est sécurisé ou on le sécurise. Très souvent, le problème, c'est dans les déplacements. Donc, effectivement, il y a eu une explosion du vol de marchandises après aussi les Jeux Olympiques, parce que les gangs se sont rendus compte que c'était un business intéressant, facile, beaucoup de produits qui se revendent facilement au marché noir. Donc, il y a des mélanges de ressources humaines et de technologies qui peuvent être utilisées de façon efficace pour géolocaliser les véhicules et avoir une réaction adéquate des autorités. On a aussi surtout le côté prévention, c'est-à-dire nous on intervient beaucoup auprès des entreprises sur la connaissance des risques sur certains itinéraires, sur certains horaires, la sélection du personnel, parce que des fois le chauffeur peut être complice, celui qui transporte les marchandises, sur au niveau des ressources humaines aussi, sur le recrutement, il y a des précautions à prendre. Donc, on a toute une gamme de services qui permettent de prévenir. Très souvent, le problème des sociétés, c'est qu'elles n'intègrent pas du tout dans leur budget au départ, dans le business plan, le paramètre sécurité, et qu'après, une fois sur place, ils se rendent compte que, ah ben oui, alors on devrait... Un paramètre sécurité à prendre en compte. Ce qui n'empêche pas d'aller faire des affaires au Brésil. On va marquer une courte pause et on revient juste après, justement, pour un sujet sur l'économie sur place et les atouts du Brésil. I can read and I can write. J'ai 4 ans, je sais lire et je sais écrire. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International pour cette émission consacrée au Brésil et à Rio de Janeiro. Julien, pourquoi choisir le Brésil pour son implantation? Quels sont les atouts du pays? Je pense qu'avant toute chose, il ne faut pas oublier que le Brésil est un des BRICS. Et en fait, c'est un pays avec un potentiel absolument énorme. Alors, pour donner quelques exemples, le Brésil est très connu pour son oil and gas, pour son pétrole offshore. Aujourd'hui, c'est un pays qui produit 2,6 millions de barils par jour et il a un potentiel pour 6 millions.
D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Shell qui a décidé de faire d'énormes investissements encore récemment dans le pays, tout comme Total d'ailleurs. Vous avez également un pays qui exporte énormément son grain. Donc c'est un des meilleurs potentiels au monde pour tout ce qui est agrobusiness, avec des exportations qui se font dans le monde entier. On dit souvent d'ailleurs que le Brésil est un des greniers du monde. Oui. C'est un pays avec les plus grandes réserves d'eau potable du monde. Donc, après la Russie, me semble-t-il. Donc en fait, le potentiel est absolument gigantesque et on est également face à un pays en voie de développement. Donc où tout est à faire, ou encore à faire. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est un pays excessivement excitant, attrayant, et où vous pouvez, par une bonne implantation, faire d'excellents business. Il faut y aller. Charles-Henri, quelles sont les opportunités d'affaires pour les Français sur place ? Alors, on va essayer de resserrer un peu le prisme par rapport à ce que disait très justement Julien, parce qu'il faut essayer de voir où les entreprises françaises peuvent tirer leur épingle du jeu sur ce marché qui est absolument colossal. Dans la préparation du forum économique France-Brésil qui aura lieu début juin, on essaie justement d'identifier ces secteurs porteurs pour les entreprises françaises. Première chose, on va travailler sur de la coopération décentralisée, ce qui veut dire pour un entrepreneur de travailler non plus forcément avec l'État, qui lui n'a plus d'argent, mais avec l'État fédéral, mais avec les États fédérés et surtout avec les municipalités. Donc d'aller au cœur du business, pour l'argent public s'il en reste. Pour les secteurs encore attractifs pour les entreprises françaises, vous avez aujourd'hui une vraie capacité entrepreneuriale française, un vrai savoir-faire dans les villes durables, dans la sécurité et la cybersécurité, dans la santé, le e-santé et la silver economy, en bon français, qui est un marché gigantesque pour le Brésil. Les nouvelles technologies, bien sûr, l'énergie renouvelable, et puis on ne va pas oublier Alors, je mets un peu le BTP de côté parce que c'est un peu englué en ce moment, mais évidemment, les entreprises où nous, on a une présence française forte et on a toute une chaîne de sous-traitance qui est encore nécessaire pour aller travailler au Brésil, qui est l'agroalimentaire. D'accord. Vous avez quand même un panel extrêmement large. Profitons des 600, 800, c'est toujours une bataille de chiffres, peu importe, mais du nombre d'entreprises françaises qui sont implantées, presque tout le CAC 40, qui sont très porteurs pour votre implantation au Brésil. C'est un sillon qui est déjà tracé depuis parfois 100, 150 ans, donc il est bon pour une entreprise française d'emprunter ce sillon-là. Ok. Emmanuel, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont particulièrement porteurs dans l'état de Rio de Janeiro, si on localise ? Si on resterait un petit peu, je pense que les Français sont très bien accueillis à Rio d'une manière générale. Il y a vraiment un fort sentiment d'accueil quand on arrive à Rio. Les secteurs les plus porteurs à Rio aujourd'hui, je pense que ce sont nos secteurs un peu de prédilection, la restauration, le luxe. Il y a des affaires à faire à Rio dans le secteur de la santé, comme le disait Charles-Henri à l'instant. C'est-à-dire que tout ce qui est secteur pharmaceutique, matériel médical, etc., c'est des secteurs qui marchent bien. Nous, au cours de l'année dernière, moi personnellement, j'ai accompagné quelques sociétés de services informatiques, solutions informatiques, vente de logiciels, maintenance, etc. Ça, c'est des secteurs sur lesquels on voit arriver des Français qui s'installent dans l'état de Rio. Ok, merci pour ces précisions. On écoute tout de suite Bertrand de Solaire. Il est avocat et aussi conseiller du commerce extérieur. Il nous donne ses conseils pour développer un business au Brésil. Je dirais d'abord qu'il faut qu'il travaille avec un expatrié pour commencer, pas un Brésilien localement. Ça peut venir après, mais pour démarrer son entreprise, il faut travailler avec un expatrié, un Français. Je dirais deuxièmement qu'il lui faut un peu de capital. C'est un pays qui a des hauts et des bas. Et les gens qui viennent avec peu de capital peuvent se planter rapidement. Il y a des cas d'échec parce que les retours sur investissement n'étaient pas assez rapides. Ça peut arriver au Brésil que les retours sur investissement prennent un peu de temps. Depuis 2014, ce n'est pas facile. Moi, j'ai travaillé pour l'entreprise qui a fait une acquisition un peu compliquée il y a 2 ans. Aujourd'hui, elle injecte de l'argent. Donc ils sont préparés, ils savent que ça va prendre un petit peu de temps pour que ça démarre, mais ils injectent de l'argent en espérant qu'il y ait un retour prochainement. Il y aura un retour prochainement, j'en suis sûr, mais il faut avoir les reins solides financièrement pour réussir au Brésil. Et enfin, troisièmement, il faut y aller, parce que c'est un pays qui, quand on a des résultats, c'est toujours avec des marges supérieures à ce qui se fait ailleurs dans le monde.
Il faut y aller donc, mais une fois qu'on est sur place, Charles-Henri, comment ça se passe? Quelles sont les structures juridiques existantes? Alors, il faut y aller parce que ce que disait Bertrand, c'est que les barrières douanières sont très hautes et c'est exorbitant que d'exporter vers le Brésil. Donc, c'est un protectionnisme indirect. Et donc, il faut s'implanter au Brésil. Alors, c'est a priori sur le papier assez facile. Vous avez un panel de modules juridiques, de types de sociétés qui est à peu près identique en France. Il n'y a pas de société civile immobilière. On peut créer une foncière immobilière. Ce qu'on choisit à 99%, le premier canal, c'est la SARL, la fameuse limited. Vous n'avez pas de capital minimum, il n'y a pas de contrôle d'échange. C'est assez simple. Vous pouvez avoir des associés étrangers non résidents. Il faut que le gérant soit une personne physique, elle, pour le coup, résidente. Ok. Mais la structuration juridique est assez facile. La mise en œuvre demande un peu plus de temps, mais ça, c'est la bureaucratie brésilienne. On verra ça tout à l'heure. Et au niveau des visas, comment ça se passe? Alors, au niveau des visas, c'était assez simple jusqu'en novembre 2017. Et puis, il y a eu une révolution, mais une révolution entière. C'est-à-dire que finalement, on est revenu au point de départ. Quand on décortique un peu les textes qui sont assez abscons, on s'aperçoit qu'il y a quand même deux types des visas permanents et les visas temporaires. Les visas permanents, on reste sur un visa permanent donné au gérant de la société, mais qui est payé par la société, donc qui n'est pas attaché à la personne, mais à la fonction. Donc on peut virer le gérant et ça sera la fonction qui gardera ce visa permanent. Il faut mettre 600 000 reais. La nouveauté, c'est qu'avant, c'était 150 000 reais si on embauchait 10 personnes dans les 10 ans. Aujourd'hui, c'est 150 000 reais si vous visez un nouveau secteur d'activité, un secteur innovant. Ça, c'est nouveau depuis 2017. L'autre visa de permanence, c'est le visa pour l'investisseur qui, lui, doit mettre 500 000 reais dans un projet commercial avec un business plan et projeté sur l'avenir. Visa permanent. Le conjoint profite du visa permanent. Et puis, vous avez des visas temporaires, notamment des visas de travail, où il y a un nouveau système d'autorisation locale, d'habitation, que bon, je passe. Mais c'est un visa de travail de 2 ans, pour le coup non renouvelable. Et là, le conjoint n'a pas de visa permanent, il ne profite que du même visa temporaire. Donc il faut faire attention. Troisième chose où on se trompe, donc n'allez pas sur Internet, les informations sont fausses. On n'a pas le droit d'aller 180 jours au Brésil. On a le droit d'aller simplement 90 jours, puis on doit purger ces 90 jours sur 6 mois et repasser 90 jours pour des visas de touristes, des visas qui ne sont pas des visas en fait. D'accord. Simplement pour aller au Brésil. Donc on nous dit très souvent c'est 180 jours. Non, c'est 90 jours tous les 6 mois. Et aujourd'hui, nombre de personnes se font coincer à la police fédérale à l'aéroport parce qu'ils ont dépassé ces 90 jours. Et le système est vraiment informatisé. Et moi, j'ai vu des gens repartir dans l'autre sens en abandonnant leurs valises et les accompagnant. Donc, il faut faire très attention. Okay. Julien, quelques mots sur les coûts et les délais pour monter une structure sur place? Je dirais que ça s'est grandement amélioré. On passait beaucoup plus de temps avant et donc il y a une véritable volonté de simplification de l'administration, d'ailleurs qui est en cours avec ce nouveau gouvernement aussi qui vient d'arriver. Pour répondre très concrètement à la question, je dirais que monter une société, notamment une société de services, c'est quelques mois. Vous devez d'abord rédiger les statuts de la société. Vous devez constituer un capital social, comme Charles-Henri expliquait. Vous devez former avec vos actionnaires résidents donc, les dirigeants de la société. Et puis, en 3 mois, si vous êtes bien entouré, un bon avocat, un bon comptable, vous arrivez à enregistrer votre société au tribunal de commerce. Donc, je pense que c'est assez similaire à ce qui se fait en France aujourd'hui. Forcément, si on s'engage mal, ça peut devenir très compliqué. Mais bon, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a aujourd'hui une communauté très présente qui permet d'accompagner les nouveaux venus. On verra ça tout à l'heure. Au niveau de l'embauche, est-ce que c'est difficile de trouver de la main-d'œuvre qualifiée? Est-ce qu'il y a un gros turnover? Comment ça se passe, Emmanuel? Alors, dans les gens qu'on recrute, nous, chez Mazars, par exemple, on est limité puisqu'on doit recruter à partir d'une formation spécifique on pourrait comparer à un BTS de comptabilité, par exemple, en France. Souvent, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on recrute des jeunes qui sont juste après bac et qui font leurs études en cours du soir.
et qui ont une très forte attente en fait des sociétés pour avoir une formation complémentaire à la formation qu'ils obtiennent à l'université. Et c'est si on leur apporte en fait ce confort, cette formation, cette possibilité de continuer leurs études, ils deviennent beaucoup plus fidèles aux entreprises. Mais effectivement, en tout cas dans les métiers de service, il y a une forte attente des jeunes pour avoir un complément de formation par les entreprises. Ok. Pascal, le coût des locaux commerciaux est élevé ? Alors, ça s'est un peu arrangé. Il a été très élevé pendant la période Coupe du Monde, Jeux Olympiques, parce qu'avec deux événements mondiaux, effectivement, le prix du mètre carré, autant pour du particulier que pour du commercial, était bien monté. Là, maintenant, ça s'est un peu stabilisé. Au jour d'aujourd'hui, il y a il y a des milliers de mètres carrés de bureaux disponibles à Rio. Donc, ça peut se négocier. Il faut savoir négocier. C'est important quand on vient s'installer au Brésil, en fait, d'être tout de suite avec des personnes compétentes et avec surtout des Brésiliens et des Cariocas, parce que pour régler certains problèmes à Rio, il vaut mieux avoir des Cariocas dans son équipe. Parce que sinon, on peut perdre effectivement beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Nous, en 2011, on a mis 8 mois pour monter une petite société, une PME. Donc aujourd'hui, effectivement, ça se simplifie, c'est plus simple. Mais il ne faut pas sous-estimer que le ticket d'entrée est très élevé. Il faut avoir les reins assez solides, parce que souvent, les gens, comme le retour sur investissement est plus long que prévu, eh ben, si on n'a pas les moyens financiers de tenir bon, et il faut tenir bon parce que c'est un pays où il y a du potentiel. Si on n'a pas les moyens de tenir bon, ça coûte cher. Laurie. Rapidement. Oui, juste un mot parce que au sujet suivant. Je voudrais juste rebondir sur ce qu'on disait par rapport aux industries qui décident de s'implanter ou qui veulent distribuer leur fabrication au Brésil. Vous avez de nombreux cas où en fait les gens veulent les entreprises décident de prendre la température avant une implémentation définitive. Et là, la Receta fédérale en fait oblige les entreprises à avoir un capital social suffisant pour pouvoir prouver le financement de l'importation. Okay. Et donc Charles-Henri le disait tout à l'heure, les coûts d'importation peuvent être parfois un peu prohibitifs. Ça, c'est important pour les gens qui nous regardent. Aussi, bien dire, sûr. et on a des cas très fréquemment de gens qui disent moi, j'aimerais bien venir, mais en fait, je voudrais pas forcément implanter une filiale de suite. Je voudrais distribuer mes produits fabriqués en France. Et là, il y a des problèmes légaux, parce qu'il faut être une entreprise brésilienne pour pouvoir distribuer au Brésil. D'accord. On va passer justement à un sujet sur les difficultés d'implantation sur place. On écoute de nouveau Alexandre Rata qui nous explique, lui, la principale difficulté à laquelle il a été confronté pendant son implantation. La plus grosse difficulté, c'est sans aucun doute la bureaucratie. La bureaucratie brésilienne est sûrement une des plus complexes du monde. Peu de pays arrivent à l'abattre. Quand on est ici, on a l'impression de faire un 3e cycle en administration, en bureaucratie. Le système est tel que tout est compliqué. Et l'administration vous rend les choses extrêmement compliquées pour vous vendre des facilités. Beaucoup de personnes vont passer par des despachantes. C'est un intermédiaire. Cet intermédiaire est là normalement pour huiler le mécanisme de l'administration. C'est une forme de corruption. Moi, j'ai pas choisi cette option-là, donc j'ai dû m'armer de patience. Et quand on choisit de faire les choses exactement, correctement, eh bien, il faut prendre énormément de temps. Créer une entreprise en France aujourd'hui, c'est très rapide. Créer une entreprise au Brésil, ça m'a pris pour avoir tous les papiers. J'ai commencé le 4 décembre et mi-septembre, j'avais tout. Donc il faut être extrêmement patient. Julien, vous aviez envie de rebondir sur les fameux Despachantes. Vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce que dit Alexandre. Oui, effectivement. Il y a plusieurs choses dans ce que dit Alexandre. Bon, déjà, il ne faut pas oublier qu'Alexandre, il a monté sa société il y a 10 ans. Vous le connaissez ? Oui, on se connaît. Et en fait, on en a parlé depuis le début de cette émission, il y a 10 ans et aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui ont changé. Il ne faut pas oublier qu'il y a 10 ans, on était avec Lula, puis ensuite avec Dilma, l'impeachment, et puis Temer, et puis maintenant Bolsonaro. Enfin, énormément de choses ont changé. Rien qu'au niveau du taux de change, on est à plus de 2 fois le taux de change de l'époque, par exemple.
Je pense qu'aussi l'image du Brésil a changé. Aujourd'hui, on est avec toute une nouvelle génération de fonctionnaires, de fiscalistes, notamment qui sont incarnés par la nomination du juge Moreau au ministère de la Justice, et qui sont des jeunes fonctionnaires qui ont mis des politiciens véreux, qui ont mis tout un système en prison, notamment, qui est la force, quelque part, de cette démocratie brésilienne. Il parle des dispatchants et il dit, vous voyez, moi j'ai mis énormément de temps, ça m'a pris énormément de temps, c'est pas un chemin. Voilà, moi je suis pas d'accord, je pense qu'il faut pas généraliser. Vous pouvez avoir des dispatchants corrompus. Alors dispatchant, c'est un peu, enfin en latin c'est dispatcher, c'est distribuer. Donc c'est un intermédiaire que vous allez utiliser pour distribuer les différents documents aux différents organismes bureaucratiques, administratifs, pour pouvoir obtenir les autorisations. Mais vous avez, par exemple, le dispatchant aduanero, qui est un commissionnaire en douane, et qui est incontournable. Et il ne s'agit absolument pas de corruption. Il s'agit tout simplement de faire la déclaration des biens que vous voulez importer ou exporter depuis ou vers le Brésil, et c'est simplement respecter les règles. Donc je pense qu'il y a une généralité à ne pas faire. Encore une fois, on le répète dans cette émission, il faut bien s'entourer. Et un peu comme partout, je pense qu'il y a des gens malhonnêtes, il y a des gens très honnêtes, mais il y a une véritable évolution au Brésil, et c'est tout ce potentiel et toute cette attente avec ce nouveau gouvernement Bolsonaro, de la fin de la corruption. On disait dans la préparation de cette émission que Marcelo Odebrecht en prison, Lula en prison, c'était des choses absolument inimaginables. Sur les 10 dernières années, je crois que vous avez la totalité des gouverneurs de Rio de Janeiro qui sont aujourd'hui en prison. Donc en fait, c'est la force de cette démocratie qui arrive à juger ses détracteurs et ses hommes politiques corrompus, ces industriels corrompus, mais c'est également une société assez gangrénée quelque part par cette manière de faire qui, j'espère, est une chose du passé, qui est en train d'évoluer vers une manière de faire plus saine, plus professionnelle et surtout plus propre. Ok. Une autre difficulté à l'implantation, c'est la fiscalité, Emmanuel. Oui, exactement. La fiscalité, c'est toujours le sujet complexe quand on arrive au Brésil pour, je dirais, 2 raisons. La première, c'est la multitude d'impôts que les sociétés doivent payer. Il y a les impôts municipaux, les impôts des différents États, les impôts fédéraux. Et il faut arriver à se repérer un peu dans toute cette grille d'analyse, sachant que les différents États n'ont pas les mêmes taux, ne pratiquent pas les mêmes impôts. La deuxième difficulté par rapport à la fiscalité pour les entreprises qui viennent s'implanter au Brésil, c'est les zones un peu d'interprétation, toutes ces zones grises où on ne sait pas exactement comment est-ce qu'on doit classifier, comment est-ce qu'on doit classer ces produits, quels sont les impôts qui vont exactement s'appliquer à la société qu'on cherche à implanter. Et ça, c'est vrai que c'est un défi. Je me souviens quand je suis arrivée au Brésil il y a 5 ans, j'avais regardé un peu des études sur le sujet. Et quand une société américaine doit passer à peu près 300 heures pour faire toutes ces déclarations, la société brésilienne, elle, doit se pencher 1600 heures sur la question. Donc ça donne une idée de l'importance Un avocat du dans la sujet. main droite, un comptable dans la main gauche. C'est votre expression, Charles-Henri. Rapidement, sur ce sujet, vous me disiez en antenne que vous vouliez intervenir sur la création d'un compte en banque. Rapidement, parce qu'après... Oui, enfin, c'est plus général que ça, c'est-à-dire que la vertu est parfois empêchante. Le Brésil, maintenant depuis 4-5 ans, a essayé par la Banque centrale de contrôler les flux financiers à la sortie et à l'entrée. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus investir au Brésil sans enregistrer votre argent. Donc c'est très vertueux, mais ça prend beaucoup plus de temps. Et il y a des telles règles de compliance aujourd'hui au Brésil, d'ailleurs beaucoup plus impactantes qu'en France, qu'ouvrir un compte bancaire pour une société qui s'implante, qui se crée au Brésil, ou un investisseur qui monte sa société. On faisait ça avant en 3-4 semaines. Aujourd'hui, ça peut être 5-6 mois. Donc c'est parfois le caillou, le menhir dans le jardin. Pour vouloir bien faire, finalement, ça a beaucoup réfréné l'investissement étranger. Donc les règles sont très claires, mais c'est beaucoup plus long maintenant. D'accord. Ok, donc se faire bien accompagner et anticiper ce genre de délai. On marque une courte pause, on revient juste après pour un sujet sur les différences interculturelles.
De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International pour cette émission consacrée à Rio de Janeiro. Et on entame tout de suite un sujet pour conclure cette émission sur les différences interculturelles. Vaste sujet, on va essayer d'être un peu rapide. Quels sont vos conseils, vous, Charles-Henri, en matière de management peut-être interculturel ? Prendre la chose en considération. 15 ans d'accompagnement de sociétés françaises au Brésil, la première cause d'échec est l'interculturalisme. Okay. Le Brésil est un faux ami. Quand vous allez au Brésil et vous en revenez, vous avez l'impression que vous avez tout lu, tout compris, tout su. Et moi, ça fait 15 ans que je vis au Brésil et que je travaille avec des Brésiliens. Et plus je m'approche de cet horizon brésilien, plus il me fuit. On a une rupture fondamentale, culturelle entre nous. Donc il faut apprendre, quitter sa morgue française et se brésilianiser, se tropicaliser. Pas à l'extrême. De raisons, mais je pourrais vous citer plein d'exemples. C'est la première cause d'échec d'implantation et de travail au Brésil. D'accord, donc mise en garde. Julien, vous êtes d'accord avec ça? Et vous, quels sont vos conseils pour faire des affaires avec les Brésiliens? Est-ce qu'il y a des codes à connaître? Oui, je suis complètement d'accord. C'est tout à fait vrai. C'est sous-estimé. C'est un pays latin. On pense qu'il est très proche de notre culture. Et en fait, quand on y vit, comme moi, depuis 12 ans, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. Pour pas rester aussi général que Charles-Henri, mais pour focaliser sur un exemple très connu, moi, je parlerai de la culture de l'empathie. Dans le business, en fait, le Brésilien est quelqu'un de très sympathique. L'empathie est un vrai trait de la culture brésilienne et très concrètement en fait c'est l'absence du non et c'est l'absence du conflit. Donc vous vous retrouvez dans des situations, en fait on dit souvent il n'y a pas de mauvaise réunion au Brésil, on fait d'excellentes réunions. Ça se passe tout le temps bien. Ça se passe tout le temps bien, contrairement à une réunion parfois peut-être française, parisienne, qui va être plus dure, qui va être plus conflictuelle, où on a tendance culturellement à mettre les choses sur la table. C'est pas du tout comme ça que ça se passe au Brésil. On ne met pas les choses sur la table et on se dit toujours oui. L'embêtant, c'est qu'en fait, ce oui a différentes traductions. Donc, ça va d'un oui, on se voit demain à 10h et votre interlocuteur n'arrivera jamais au rendez-vous. On l'a tous vécu. Donc, apprendre à interpréter les oui et les non. Ou alors, oui, on va faire affaire ensemble. Oui, on est d'accord sur les modalités du contrat. Et en fait, il y a des tas de subtilités sur lesquelles on n'est pas d'accord. Okay. Donc, il faut apprendre à ne pas prendre le oui pour une réponse définitive et toujours accompagner, en fait, ces affaires de très près. L'émission touche à sa fin. J'aimerais vous faire intervenir rapidement, peut-être pas sur les différences interculturelles, mais si vous vous adressez à ceux qui nous regardent, qu'est-ce que vous leur dites s'ils veulent s'implanter sur place? Effectivement, comme le dit Charles-Henri, un comptable d'un côté, un avocat de l'autre, faut se renseigner, bien s'informer sur le choix du domicile compte tenu du lieu de travail, se préparer aussi au choc culturel parce qu'effectivement, on peut se préparer pour aller en Chine parce qu'on s'imagine que c'est complètement différent et on vient avec la fleur du fusil. On a l'impression d'une latinité c'est commune. Pas du tout, il y a beaucoup d'échecs, c'est pas aussi simple que ça, d'autant plus que souvent le cadre qui arrive, si c'est dans le cadre d'une expatriation avec une grosse société, on va lui mettre la pression en lui disant tu as de la chance, tu vas à Rio, donc sois productif rapidement. Oui. Et en fait, on n'imagine pas du tout ce qui va endurer. Effectivement, le oui, des fois, on sort d'une réunion en étant persuadé qu'on a signé un contrat, et puis en fait, pas du tout. Donc, il faut être patient. D'accord, la patience. Mais ça vaut le coup de venir. Ok. Emmanuel, un mot rapide. Je dirais que les maîtres mots dans les relations avec les Brésiliens, c'est celles qui ont été citées ici, c'est-à-dire beaucoup de cordialité, beaucoup de respect entre les gens. Toutes les réunions commencent par un petit panorama familial sur le football aussi, très souvent. Il faut se tenir un petit peu informé. Et je pense que pour faire des affaires au Brésil, le maître mot, effectivement, c'est la patience. D'accord. C'est savoir être patient pour arriver où on souhaite arriver. Ok, merci. Merci à tous pour tous ces conseils pendant cette émission. On se quitte avec une dernière vidéo de Bertrand de Solaire qui passe un dernier message. Et tout de suite après, restez connectés. Les 24 heures chrono, ça continue avec la destination de la Martinique. Je dirais qu'il ne faut pas se laisser aller par ce qu'on peut dire sur le Brésil. On connaît très mal le Brésil. Pour y vivre depuis 20 ans, on le voit, toute la section, tout le comité
des CCE au Brésil vous le diront, les autorités publiques en France notamment ont du mal à percevoir ce qui se passe au Brésil, ont du mal et les gens, la presse, à évaluer la situation brésilienne. Et en fait, ce n'est pas vraiment ce qu'on croit ici, quoi. C'est un pays qui a ses problèmes, beaucoup de problèmes, et qui est un pays qui est un grand pays démocratique, contrairement à peut-être ce qui peut circuler, et qui, à un point de vue économique, est assez détaché de la politique. On peut avoir une crise politique et une économie qui marche bien.